Salut tout le monde! Aujourd'hui un format un peu spécial parce que je refais pour vous mon oral d'agrégation de l'année dernière, ma leçon 1 de sciences humaines intitulée Économie politique et politique économique, à laquelle j'avais eu 18, donc je pense que ça peut être utile à ceux qui préparent les concours de l'enseignement et qui ont envie de voir à quoi ressemble cette épreuve. Donc ça peut notamment être utile aux agrégatifs de cette année qui ont la politique à l'oral, ou aux futurs agrégatifs qui auront les sciences humaines à l'oral, mais aussi aux étudiants qui passent les ENS parce que les oraux sont assez similaires. Mais cette vidéo peut aussi vous intéresser si vous vous intéressez plus largement à l'économie politique. Alors, j'ai repris ma colle telle qu'elle avec mes notes de l'année dernière. Donc il a fallu que je me replonge dans quelque chose que j'ai écrit il y a un an. En plus c'est un peu stressant de refaire le même oral face à un jury, etc. Donc je suis un peu stressée. Donc j'ai repris ma colle telle que je l'avais faite l'année dernière. Donc pardonnez-moi si je parle pas de votre économiste préféré, etc. J'ai fait avec ce que j'avais en tête ce jour-là. Pour rappel, on a 5 heures de préparation, sans accès à des ressources, sans accès à une bibliothèque. Donc en fait, tout ce que j'utilise, je l'ai fait de mémoire. Je parlerai plus lentement que d'habitude parce que dans une leçon d'agrégation, on est face à un jury qui doit prendre des notes. Et je vous mettrai d'ailleurs dans le montage les moments clés où il faut laisser du temps au jury. Donc si ça vous ennuie, vous pouvez mettre en 1,5, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Dans les années 1980, Margaret Thatcher, Premier ministre britannique, déclare « Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à la politique libérale qu'elle entend mener, c'est-à-dire désengager l'État de l'économie pour laisser les agents, entreprises et individus, travailleurs et consommateurs, plus libres dans leurs transactions. Cette politique vise aussi à diminuer les dépenses publiques. » Thatcher justifie sa politique par l'économie politique, c'est-à-dire la science qui a pour objet l'allocation des ressources entre agents dans un cadre donné, ici le cadre étatique. L'économie lui offre un gage de scientificité, c'est-à-dire de savoir théorique censé dire le vrai, distinct de l'action politique, pour affirmer que cette politique est menée conformément à ce que dit la science, et que c'est la seule possible. L'économie dicte donc une politique économique, c'est-à-dire l'ensemble de décisions concernant l'allocation des ressources au sein d'une population sur un territoire, que doivent prendre les institutions étatiques et internationales. La politique économique désigne donc les décisions prises par les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui ont un pouvoir politique, ce qui présuppose donc qu'ils en ont la possibilité, c'est-à-dire qu'il y a des institutions politiques qui prennent des décisions quant à la politique économique. Par exemple, la BCE au niveau de l'Union européenne ou la Caisse des dépôts en France qui décide des domaines dans lesquels investir l'argent public. Pourtant, il n'est pas évident, d'une part, que tous les économistes soient unanimes sur les politiques économiques à mener, d'autre part, qu'ils soient tous unanimes sur la possibilité même de l'économie politique de dicter des politiques économiques et de fonder une politique économique particulière sur les savoirs de l'économie politique. En effet, l'économie politique est une science qui entend décrire des faits, que ce soit des faits toujours particuliers liés à une situation historique particulière, ou bien des faits reliés entre eux par des lois générales, qui vaudraient de tout temps, et qui seraient donc les lois générales de l'économie politique abstraites de la situation historique particulière. L'économie politique peut avoir une portée prédictive, c'est-à-dire prédire des phénomènes économiques à venir dans le futur, mais il n'est pas évident qu'elle soit prescriptive, c'est-à-dire qu'elle dicte une action politique précise à mener. Notons que parler d'économie politique, c'est parler de macroéconomie, c'est-à-dire la science qui s'intéresse au flux de ressources à l'échelle d'un pays ou d'une institution comme l'Union européenne. Et non pas de microéconomie, qui est la science qui s'intéresse au choix particulier d'un agent en fonction de ses préférences et de ses ressources disponibles. Si Thatcher justifie sa politique économique par l'économie politique, mais que, d'autre part, l'économie politique n'est pas unanime sur la politique économique à mener et sur la possibilité même de prescrire une action politique, on peut alors se demander si c'est bien à l'économie politique de guider la politique économique, tel un économiste roi. D'une part, on peut se demander si cela est possible. L'économie politique produit-elle des savoirs qui permettent de dicter une politique économique précise ? D'autre part, on peut se demander si cela est légitime. L'économie politique, en tant que science, doit-elle dicter des politiques économiques ? Cela pourrait mettre en péril sa neutralité en tant que science dégagée du pouvoir et des valeurs. Ces questions interrogent à la fois les savoirs produits par l'économie politique et ses normes de scientificité, ainsi que le fondement de la politique économique.
N'est-elle que l'application de savoirs produits par l'économie politique? Mais l'économie politique semble toujours inscrite dans une situation historique particulière, qui est le résultat de politiques économiques précédentes. Parvient-elle vraiment à en faire abstraction pour produire des savoirs valables en général? Notre problème sera alors le suivant. Y a-t-il entre l'économie politique et la politique économique une relation d'interdépendance nécessaire parce que l'économie politique étudierait toujours les résultats de politiques économiques passées et parce que la politique économique se fonderait sur des savoirs produits par l'économie politique? Ou bien la scientificité de l'économie politique repose-t-elle sur son abstraction des politiques économiques particulières et sur sa non-prescription politique? Nous verrons tout d'abord que la scientificité de l'économie politique classique s'est construite sur la découverte de lois régissant l'économie, faisant abstraction de toute situation historique particulière, qui serait le produit d'une politique économique passée. Mais nous questionnerons ensuite la possibilité de cette abstraction de l'économie politique à l'égard des situations historiques particulières pour montrer que l'économie politique est toujours ancrée dans une politique économique dont elle résulte et qui l'utilise. Cette interrogation sur les liens entre économie politique et politique économique nous montre enfin que d'autres normes de scientificité de l'économie politique permettent de redéfinir ces liens avec la politique économique. Nous verrons tout d'abord que la scientificité de l'économie politique classique s'est construite sur la découverte de lois régissant l'économie, faisant alors abstraction de toute situation historique particulière qui serait le produit d'une politique économique passée. L'économie politique se constitue ainsi comme une science indépendante des politiques économiques contingentes, dans un but de description et de prévision de phénomènes généraux. C'est ainsi le projet épistémologique de Karl Menger, fondateur de l'école d'économie classique autrichienne. Il s'agit de découvrir les lois générales de l'économie, qui font abstraction des descriptions historiques particulières. Les lois générales sont alors le gage de la scientificité de l'économie, qui se rapproche alors des normes de scientificité des sciences dites naturelles, censées dégager des lois de la nature, comme la biologie, la physique. De plus, ces lois générales permettent de faire des prévisions sur les phénomènes à venir. Menger s'oppose ainsi à Gustav Schmoller, fondateur de l'école d'économie historique allemande, qui conçoit l'économie comme une description des situations historiques, pour dicter directement une politique économique à mener. Ainsi, Schmoller était très proche de Bismarck et entendait, par l'économie historique politique, dicter des politiques économiques précises, et le but de Schmoller était notamment de réduire la pauvreté pour éviter des révolutions, et ainsi, sa science économique servait à justifier la politique de Bismarck. C'est justement ce que veut éviter Menger. Le débat de Mettenstreit entre l'école autrichienne et l'école allemande est donc un débat sur la méthode de l'économie politique, sur son champ d'application, à savoir soit toute économie, n'importe laquelle, ou à savoir une situation économique historique particulière. Et aussi un débat sur le but de l'économie politique, soit dégager des lois générales qui valent dans toute situation, ou bien décrire les particularités économiques pour pouvoir mener des réformes économiques et sociales particulières. Le but de Menger est justement de détacher l'économie des situations historiques pour lui offrir une scientificité égale à celle reconnue aux sciences naturelles, pour leur loi générale, et ainsi pour la détacher de toute possibilité d'instrumentalisation politique. L'économie politique se doit alors d'être générale, descriptive, et ne peut pas dessiner les contours d'une politique économique à appliquer. Ainsi, l'économie politique s'intéresse par exemple aux conditions idéales d'une concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire une situation où les marchandises se déplacent au sein du marché sans qu'il y ait de monopole, c'est-à-dire un producteur dont les produits sont plébiscités par les consommateurs. Et donc, l'économie politique réfléchit à ces conditions générales de concurrence pure et parfaite. Il s'agit bien alors de fonder l'économie politique comme une science générale et unifiée, indépendante des situations particulières. Malgré cette abstraction, certaines lois permettent des prédictions. Par exemple, les prédictions de variation de prix à partir d'un modèle de concurrence pure et parfaite. De quelle loi s'agit-il? Donc, par exemple, une loi de fixation de prix qui varie selon l'offre de marchandises et la demande de marchandises. La loi idéale est que dans un cadre de concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de préférence pour une marchandise et que le seul facteur prix est le seul facteur qui permet aux individus de faire leur choix.
Et cette loi générale permet des prévisions indépendantes de toute politique économique précise ou de toute situation économique précise. Ainsi, la loi ne fait que décrire le fonctionnement d'un phénomène. Quand X varie, alors Y varie. Quand les prix varient, alors l'offre et la demande de marchandises varient aussi. À cette loi générale, il y a des exceptions, par exemple la situation de monopole, mais les lois générales veulent aussi rendre compte des exceptions. Mais ne pourrait-on pas, à partir de ces lois générales, construire une politique économique? La réponse à cette question est d'ordre épistémologique. Et Hayek y répond dans son texte « Droit, législation et liberté ». Pour Hayek, l'étendue de notre connaissance en économie est trop faible pour prescrire une politique économique précise, qui nécessiterait de prendre en compte une multitude de facteurs autres que ceux dont s'occupe l'économie politique. Par exemple, les événements historiques, les évolutions sociales, les relations internationales. C'est donc un argument sceptique ici. Hayek nous dit « Nous ne pouvons pas tout connaître, le champ de notre connaissance en tant qu'humain est trop limité, donc il vaut mieux éviter de prescrire toute politique économique. » En raison de cette impossibilité de connaître tous les facteurs en jeu, dans une situation économique précise, Hayek invalide la possibilité et la légitimité de fonder une politique économique sur la science et de fonder une politique économique tout court. Cet argument épistémologique est sa raison pour refuter l'intervention de l'État et de toute autre organisation politique dans l'économie, et donc pour refuser toute possibilité de politique économique, c'est-à-dire de prise de décision par des acteurs politiques quant à la gestion des ressources sur un territoire. Pour Hayek, la généralité du savoir produit par l'économie politique et son étendue limitée nous empêchent de prédire exactement les conséquences d'une politique économique, ce qui justifie donc l'absence de mise en œuvre de politique économique. Le présupposé d'Hayek est ici, dès lors qu'on ne peut pas prédire tous les effets d'une politique économique, alors il vaut mieux s'abstenir. Mais l'on peut faire deux remarques, l'une par rapport à Hayek et l'autre par rapport à l'économie politique. Tout d'abord, par rapport à Hayek. Hayek a besoin d'un concept, celui de taxis, l'ordre naturel spontané, pour justifier son raisonnement. Pour Hayek, l'État ne doit pas intervenir pour laisser l'ordre naturel du marché fonctionner seul. Or, le marché n'a rien d'un ordre naturel spontané. D'une part, il est un phénomène historique dont on peut faire la genèse. D'autre part, le marché se maintient aussi par une intervention étatique, qui intervient par exemple par le droit, en garantissant les contrats. Il semble donc, de façon assez contradictoire, qu'Hayek admette l'intervention étatique de maintien du marché par le droit des obligations, mais non pas par d'autres interventions. En fait, Hayek ne reconnaît pas que le marché a besoin de l'État pour subsister. Et c'est là-dessus qu'on peut le critiquer. De plus, une deuxième remarque, on peut se demander alors comment être sûr que dégager des lois indépendamment de tout contexte historique est possible. Comment être sûr que l'économie politique n'est pas toujours ancrée dans des situations historiques particulières? Comment peut-on être sûr que les lois générales qu'on tire d'une situation qu'on pense être abstraite ne sont pas en fait que des lois hypostasiées à tort d'une situation économique particulière? C'est donc maintenant les conditions de possibilité de ce projet scientifique de l'économie politique qu'il faut interroger, en nous demandant si elle ne fait pas toujours fond sur une politique économique passée dont elle résulte et qu'elle ne fait que théoriser a posteriori. Nous questionnerons alors la possibilité de cette abstraction de l'économie politique à l'égard des situations historiques particulières pour montrer que l'économie politique est toujours ancrée dans une politique économique dont elle résulte. La question ici est la suivante. L'économie politique peut-elle décrire des situations anhistoriques? C'est exactement le soupçon que soulève Marx à l'égard de l'économie classique, incarnée pour lui par Smith et Ricardo. Soupçon qu'il soulève dans la deuxième préface à l'édition allemande du Capital. Pour Marx, l'économie classique, qu'il nomme l'économie bourgeoise, a pris pour donnée universelle une situation qui n'est que le résultat historique déterminé d'une politique économique antérieure menée précédemment par les capitalistes avec la complicité de l'État. Marx critique le fait que l'économie de Smith et de Ricardo parte de la valeur travail, de la marchandise, de la monnaie, comme si elles étaient éternellement données, indépendamment des travailleurs et des rapports de force entre travailleurs et capitalistes par exemple. Il ne voit pas notamment que le capital est le produit d'une spoliation du travail des travailleurs par les capitalistes. En effet, les capitalistes s'accaparent la plus-value qui est produite par l'ensemble des forces des travailleurs
qui est supérieure à leur seule force de travail. Or, les capitalistes ne leur rémunèrent que leur force de travail. Et donc, Marx voit ici un phénomène de spoliation de la plus-value, de ce surplus collectif que les capitalistes ne payent pas aux travailleurs. Ainsi, pour Marx, l'économie bourgeoise prend pour acquis des formes historiques telles que la marchandise, l'argent, le travail, la monnaie, dont Marx s'attache justement à faire la genèse, pour montrer qu'elles ne sont pas données naturellement et qu'elles ne sont pas données éternellement, mais qu'il faut les situer toujours dans un contexte historique particulier. C'est justement dans le chapitre 24 du livre 1 du Capital, chapitre intitulé « Sur la prétendue accumulation du capital », que Marx montre comment le capital s'est accumulé. Et il montre d'autant plus que le capital ne s'est pas accumulé tout seul, mais il s'est accumulé après une intervention de l'État, c'est-à-dire précisément une politique économique. Marx montre que l'État est bien intervenu par certaines lois, par l'usage de la force, pour légitimer certains phénomènes qui ont permis l'accumulation du capital. Ainsi, c'est l'État qui a participé au phénomène des enclosures. Les enclosures, c'est un phénomène qui a eu lieu à peu près après la Renaissance au XVIIe siècle et qui est déjà critiqué par Rousseau dans le second discours. C'est un phénomène qui consiste à séparer des terrains qui auparavant étaient utilisés de façon commune par des paysans qui cultivaient la terre. Il s'agit de séparer ces terrains et de les approprier et de les donner à une personne particulière, qui devient alors le propriétaire foncier. Et donc, ce phénomène d'enclosure a participé à l'accumulation du capital parce que ensuite, de grandes parcelles ont été privées et les propriétaires fonciers se sont mis à faire travailler des paysans pour eux sur leurs terres. Et à partir de ce moment-là, ils ont pu utiliser, puisque les parcelles étaient plus grandes, ils ont pu utiliser des machines. Et la révolution de la mécanisation agricole a eu lieu dans ce cadre-là. Et c'est ensuite cette révolution de la productivité agricole qui a permis le déplacement de la population active vers l'industrie, puis l'essor et la révolution industrielle. Et Marx montre que les concepts que manipule l'économie politique sont eux-mêmes issus d'une politique économique passée, particulière, qui n'était pas la seule possible, et qu'on ne peut les en abstraire. Et c'est justement ce que Marx veut mettre au jour dans les chapitres du Capital. La remarque de Marx s'applique aussi parfaitement à Hayek et à son concept de taxis. En effet, Hayek présuppose que l'ordre naturel du marché est d'une certaine façon tombé du ciel, qu'il a toujours été ainsi. Or, Marx montre justement que le marché n'a rien de naturel et n'a rien d'éternel, et qu'en fait on peut le dater historiquement. Et donc, ce que Hayek prend pour un présupposé naturel de départ de toute situation économique, en fait, est un événement dont on peut faire la genèse. Ainsi, on voit donc les conditions de possibilité de l'économie politique qui apparaît toujours comme une science dépendant de la politique économique passée. L'abstraction de l'économie classique par rapport aux situations historiques n'est pas possible et repose au contraire sur une non-reconnaissance des déterminations du savoir économique. En fait, une non-réflexion sur les conditions de possibilité de ce savoir économique. L'économie politique qui se veut la science indépendante de toute situation historique, qui veut dégager des lois universelles, ne se rend en fait pas compte qu'elle est elle-même située historiquement et qu'elle n'est pas la seule possible. Et c'est une remarque qui s'applique d'ailleurs à Hayek, qui lui-même répond à un contexte historique précis, à savoir l'interventionnisme de l'État dans l'économie au XXe siècle, suite aux politiques keynésiennes, qui lui-même répondait à la crise de 29. C'est-à-dire que Keynes considérait que la crise de 29 témoignait de l'échec de la politique économique classique, à savoir d'une politique économique libérale qui consistait à croire que le marché fonctionnait tout seul et qu'il ne fallait pas d'intervention étatique. Suite à la crise de 29, Keynes affirme qu'il faut que l'État intervienne dans l'économie pour relancer la croissance, pour diminuer le chômage, par la consommation des individus notamment. Et donc Hayek répond aux politiques keynésiennes qui sont mises en place dans les années 30 et dans les années 40, et son premier texte, qui s'appelle La route de la servitude, qui est un texte plus philosophique, est un texte où il critique fortement l'interventionnisme, et on pourrait même dire qu'en fait, au moment où Hayek fonde sa théorie épistémologique sceptique dans son texte Droit, législation et liberté, ça apparaît finalement comme une théorie qui est apparue de façon ad hoc, après son projet politique précis, à savoir critiquer l'interventionnisme. Et en fait, on pourrait avoir ce soupçon épistémologique à l'égard d'Hayek en se demandant s'il n'avait pas d'abord en tête la critique politique et philosophique de l'interventionnisme à la suite de Keynes, et s'il n'a pas ensuite inventé un scepticisme épistémologique simplement pour justifier sa théorie politique précise. Cela dessine pour Marx de nouvelles conditions de scientificité de l'économie politique.
L'économie politique doit faire la genèse de situations économiques précises pour déduire les lois de l'histoire, qui permettent alors de prédire les phénomènes futurs et de guider l'action politique à mener, aussi bien au niveau des travailleurs qu'au niveau de l'État. Et on peut voir ici peut-être le problème de Marx. En effet, Marx veut produire des lois économiques historiques à partir d'une situation historique particulière. Par exemple, il invente la loi d'augmentation de la productivité du travail avec le machinisme, qui est développée dans le livre 3 du Capital. Or, cette loi pose aujourd'hui problème pour comprendre la non-augmentation des gains de productivité dans le secteur des services, qui, pour une partie, ne peut pas se mécaniser. Et donc, on pourrait se demander si Marx n'est pas tombé dans le piège que lui-même dénonçait, à savoir tirer des lois générales de situations économiques précises. Dès lors, comment fonder la scientificité de l'économie politique ? Il semble à la fois difficile d'abstraire les lois économiques à partir de situations historiques en niant l'historicité comme l'économie classique l'a fait, ou en affirmant l'historicité comme l'historicisme de Marx l'a fait. Nous étudierons enfin de nouvelles normes de scientificité de l'économie politique qui permettent de redéfinir ses liens avec la politique économique. Nous avons vu que l'économie politique ne peut s'abstraire de la situation historique de son savoir, situation historique qui dépend elle-même de politiques économiques passées. La tentative de s'abstraire de ces conditions historiques particulières reposait sur la non-reconnaissance de l'évolution historique de l'économie politique et de l'évolution de ses concepts. Cette thèse épistémologique est fondée sur la thèse de la place même de l'économie politique au sein de la société, thèse que présente justement Polanyi dans son texte de La Grande Transformation. Polanyi reprend le projet historique de Marx de montrer la genèse des structures sociales contemporaines de l'économie, en faisant la genèse des décisions de politique économique qui y ont conduit, pour défendre justement une thèse sur la place même de l'économie dans la société et son rapport à la politique économique. Donc, Polanyi développe beaucoup plus en détail que ne l'a fait Marx dans le chapitre 24 du livre 1 du Capital, toutes les petites étapes qui ont permis d'arriver à la situation du capitalisme industriel marchand qu'on a connu au 19e et au 20e siècle, et il montre bien à quel moment a eu lieu l'intervention de l'État, et donc à quel moment il y a eu politique économique qui allait dans un sens plutôt qu'un autre. À partir de cela, on peut distinguer 3 idées chez Polanyi. Tout d'abord, l'économie politique apparaît comme une science de répartition des ressources, mais elle n'apparaît pas comme une science dictant arbitrairement des politiques économiques. C'est bien plutôt un moyen d'une société pour gérer ses ressources, et ce n'est qu'un moyen. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est justement en tant que moyen que l'économie politique est ancrée dans des sociétés qui décident, par des politiques économiques, que faire de ces ressources. Et c'est donc à la société de décider en quelle fin utiliser ces moyens, parce que l'économie n'est qu'un moyen parmi d'autres. Enfin, l'idée de Polanyi dans son texte est que quand l'économie politique s'émancipe de la politique économique et tente de dicter ses règles abstraites à la société, c'est-à-dire quand elle s'extrait en fait de son rôle de moyen pour devenir d'une certaine façon un économiste roi, pour Polanyi, cela mène à la destruction de la société. Et c'est ainsi qu'il explique l'émergence du fascisme au début du XXe siècle, à savoir les fascismes allemands et italiens. Il l'explique en effet en disant que ces mouvements ont été une façon pour la société de réagir face à une économie débridée qui a amené à la pauvreté de beaucoup de la population. Ce que montre Polanyi, c'est qu'un choix de politique économique n'est pas un choix scientifique, dicté par une économie politique qui serait unanime. Mais à l'inverse, c'est bien un choix politique, un choix de décision sur les fins, et un choix quant auquel l'économie n'est claire que sur les moyens. Il n'y a donc pas d'économiste roi. Le roi, c'est encore le politicien qui choisit parmi l'économie quelle politique mener. Mais c'est aux politiciens que revient le pouvoir de décision. L'économie politique est alors le produit scientifique d'une époque qu'on comprend avec cette époque en particulier en contexte. La politique économique n'est alors pas le résultat d'un savoir scientifique indépendant, mais bien le résultat d'un choix politique fait en fonction de valeurs et fait par le politicien. Ainsi, par exemple, la politique de la sécurité sociale, fondée par le communiste Ambroise Croizat en 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, repose justement sur des valeurs de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle. Et c'est d'après ces valeurs qu'une politique économique a ensuite été dictée. Dès lors, n'y a-t-il pas de loi générale possible en économie ? Quel savoir produit l'économie politique ?
N'est-ce que alors la description de situations historiques particulières, justement option contre laquelle se battait Menger avec sa proposition de loi générale de l'économie? Il semble justement que les prévisions économiques doivent prendre en compte une multitude de facteurs. Par exemple, une politique économique de flexibilité du marché de l'emploi n'a pas les mêmes effets en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne ou en France, en raison de facteurs très différents comme l'étendue de l'état social, la répartition par âge de la population, la structure familiale, l'âge de départ à la retraite, etc. Il semble donc qu'on ne puisse pas appliquer la même politique de façon uniforme dans différents contextes particuliers. Et donc qu'il ne s'agit pas d'appliquer la même recette magique à différents pays pour que les résultats soient ceux attendus. De plus, il y a un autre problème en économie qui est le problème de la performativité. C'est-à-dire que les agents anticipent leurs actions et agissent selon leurs croyances. Par exemple, si l'État décide de ne pas sauver une banque en faillite, alors tous les individus qui possèdent un compte dans cette banque vont décider de retirer leur argent rapidement pour éviter de ne perdre leur argent, et cela va justement accélérer la faillite de la banque. Et donc, c'est cette complexité en termes de facteurs à prendre en compte, en termes de performativité, en termes de prévision des agents, qui fait précisément de l'économie une science humaine, en tant qu'elle doit prendre en compte une multitude de facteurs sociaux qui déterminent les phénomènes économiques. Ce n'est donc pas une science qui permet de dégager des lois qui seraient aussi simples qu'on se figure les lois des sciences naturelles, peut-être à tort, par exemple les lois de la physique comme la loi de la gravité. Ce n'est donc pas des lois aussi simples, et les appliquer n'a rien de simple non plus. Il faut prendre en compte une multitude de facteurs, parce que l'économie est toujours ancrée dans une situation économique historique particulière. Dès lors, on peut se demander quelle scientificité utiliser pour la politique économique. On peut ici y réfléchir avec l'exemple de Gorz, qui, dans son texte « Les métamorphoses du travail », réfléchit à une politique économique en matière de production et de distribution de la production. Gorz, justement, prend en compte à la fois les acquis de l'économie et de la sociologie, par exemple la mutation des secteurs professionnels, du primaire, du secondaire, du tertiaire, à savoir de l'agriculture, de l'industrie et des services, et à la fois de la sociologie comme la répartition socio-professionnelle et les inégalités socio-économiques entre les diverses professions. Gorz montre ainsi que les gains de productivité dans le primaire ont permis ensuite les gains de productivité dans le secondaire, sauf que toute la population active et la production de richesses dans les pays occidentaux et les pays dits développés est alors concentrée dans le secteur des services. Or, d'après Gorz, cela revient à mettre en fait une partie de la population au service d'une autre, qui a le temps et l'argent suffisant pour payer quelqu'un d'autre pour faire certaines tâches, par exemple les tâches de ménage chez soi, de livraison de repas à domicile, etc. Donc, ces populations plus favorisées ont de quoi payer ces services, et pour Gorz, cela revient à créer une situation sociale inégalitaire où une partie de la population est au service d'autres, en fait, des cadres sup qui n'ont pas le temps de faire le ménage chez eux et de se faire les sushis qu'ils commandent. Pour Gorz, il faut alors dessiner une politique économique en fonction de choix qui sont politiques. Et Gorz, justement, propose une politique économique qui consiste à réduire le temps de travail pour tous et de repenser la division sociale du travail pour diminuer les inégalités sociales entre ceux qui servent certains et ceux qui peuvent se permettre d'être servis par les autres. Et donc, on voit avec Gorz qu'il serait possible d'envisager une politique économique fondée sur les savoirs issus de la sociologie et de l'économie, mais qui est toujours gouvernée par des valeurs et par des choix politiques qui sont pris au sein de cette politique économique. Nous voyons donc qu'il n'y a pas d'application directe des savoirs de l'économie politique à la politique économique, qu'il n'y a pas d'unité des deux domaines, parce que l'économie politique est toujours ancrée dans une situation historique particulière et parce que la politique économique est toujours menée en fonction d'un choix politique entre différentes théories selon des fins qui sont, elles, politiques et qui s'alimentent de savoirs des sciences humaines. Et donc, c'est la politique économique qui choisit d'après ses valeurs quelle politique mener et d'après les savoirs des sciences humaines. Mais il n'y a pas un économiste roi qui dicterait la recette magique. Pour conclure, rappelons que nous nous demandions s'il y avait entre l'économie politique et la politique économique une relation d'interdépendance nécessaire, parce que l'économie politique étudie toujours les résultats de politique économique passée, et parce que la politique économique se fonde sur des savoirs produits par l'économie politique, ou bien, au contraire,
si la scientificité de l'économie politique reposait sur son abstraction des politiques économiques particulières et sur sa non-prescription politique. Nous avons vu tout d'abord que la scientificité de l'économie politique classique s'était construite sur la découverte de lois régissant l'économie, de lois générales faisant abstraction de toute situation historique particulière, qui serait le résultat d'une politique économique passée. Nous avons ensuite questionné la possibilité même de cette abstraction de l'économie politique à l'égard des situations historiques particulières pour montrer que l'économie politique est toujours ancrée dans une politique économique dont elle résulte. Nous avons enfin dessiné d'autres normes de scientificité de l'économie politique qui permettent de redéfinir ces liens avec la politique économique. L'économie politique est toujours ancrée dans une situation historique particulière et les politiques économiques sont menées par un choix politique entre différentes théories politiques selon des fins politiques qui s'alimentent des savoirs de sciences humaines. Je vous remercie. Voilà, ça fait à peu près 35 minutes. Le jour de l'oral, j'avais fait 32 minutes, donc c'est plus court que les 35, mais on ne m'en avait pas tenu rigueur. Et dans le rapport du jury, ils avaient précisé qu'il y avait eu de très belles leçons plus courtes que les 35 minutes, donc c'est pas grave. Surtout, si vous voyez qu'à 32 minutes, vous avez fini, n'essayez pas de meubler, en fait, acceptez que c'est fini et partez. Si je devais refaire la colle aujourd'hui, je pense que je suis assez d'accord toujours avec la structure et les 3 pans argumentatifs que j'ai présentés. Peut-être que je développerai plus des arguments de l'économie politique classique, de Smith et de Ricardo, que je connais mieux maintenant encore parce que je travaille sur le thème du travail. Et peut-être que je développerai plus Marx aussi dans le deuxième temps. Mais sinon, sur l'argumentation générale, je pense que je modifierai pas grand-chose. Voilà, j'espère que ça vous a été instructif. J'espère que ça pourra vous être utile. Je vous souhaite bon courage pour les oraux qui commencent samedi 25 mai. Et oui, il y a des oraux le samedi et même le dimanche. Et moi, j'ai passé mes oraux tous les dimanches. Donc, bon courage à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit on vous répondra en commentaire, soit on fera une FAQ à ce sujet. Ciao!